Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous nous recevez. Bienvenue sur Alafia TV. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau de l'invité de la semaine. Et notre voyage nous conduit tout directement vers chez l'honorable Mohamedoun Mohamed Aïdara. Il est membre du CNT. Sans tarder, nous allons lui donner la parole. Bonjour, honorable. Bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Oui, comme vous l'avez dit, permettez-moi de saluer l'ensemble des compatriotes de l'intérieur comme c'est établi à l'extérieur et toute l'Afrique, les panafricains qui nous suivent. Moi, je suis honorable Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun. Effectivement, je suis membre du CNT. Je suis président de l'Alliance pour la refondation du Mali, parti politique panafricain, AREMA. Je suis aussi une légitimité traditionnelle, chef de village et président de la communauté des Kalrazaf Chérifènes du Mali. Et dans le cadre du processus de paix également, je suis président des mouvements de l'inclusivité. Ils sont membres du comité de suivi de l'accord d'Alger et je suis signataire de l'accord d'Alger. Merci. Et après cette étape, aujourd'hui, notre thème intitule la crise socio-politique au Mali. Et le second thème, c'est sur la crise au Niger. Sans tarder, honorable, parlez-nous de l'AREMA. Bien, merci. L'AREMA, c'est un parti politique, Alliance pour la refondation du Mali, qui se veut un parti politique qui incarne les valeurs nouvelles défendues et soutenues dans le cadre de Malikoura. Un parti politique également qui incarne la vision du colonel Assimi Goïta et de ses compagnons, et à travers une approche doctrinale, conformément aux trois principes désormais constitutionnalisés, qui vont guider désormais la gouvernance dans notre pays. Et c'est aussi un parti qui se veut une alternative aussi à une certaine classe politique qui a été fortement décriée par la majorité, en tout cas, de nos compatriotes, comme étant un échec en matière politique. Donc voilà, présenter un peu l'AREMA. Nous sommes implantés dans tous les pays et au niveau de la diaspora. Et l'AREMA se porte très bien aujourd'hui en République du Mali. D'accord. Ok. Sans tarder, comment voyez-vous la situation sociopolitique du Mali présentement? Bon, je crois qu'aujourd'hui, il y a des chemins qui est vraiment parcouru, qui permet de, en tout cas ceux qui sont sincères dans leur lecture, qui permet sans se tromper de nous réjouir des grandes avancées aujourd'hui dans le cadre de cette transition. Il y a beaucoup d'acquis dont les Maliens sont très fiers, aussi bien dans le domaine des réformes institutionnelles que dans le domaine de la sécurité. Il y a aussi beaucoup d'acquis en matière de lutte contre l'impunité, de lutte contre la corruption. Et surtout, aujourd'hui, nous avons réussi à doter notre pays d'une nouvelle constitution qui consacre notre passage depuis le 22 juillet à une nouvelle république, donc la 4e république. Donc ça, c'est des avancées notoires. Et aujourd'hui, nous sommes dans un Mali qui est vraiment un Mali qui répond aux besoins des Maliens et qui reflète la volonté réelle des Maliens. En tout cas, notre constitution est une constitution bâtie vraiment sur la base de nos pensées réelles, nos pensées maliennes et africaines, et vraiment sur la base de nos convictions et de notre volonté sans aucune interférence extérieure. Et ça, c'est une grande fierté et c'est une première, en tout cas au Mali et en Afrique. D'accord. Le retrait de la MINUSMA. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de spéculations autour. Parlez-nous un peu de ces retraits. Comment ça en est venu? D'abord, il faut voir la situation de retrait de la MINUSMA dans un cadre global. Généralement, les forces de maintien de la paix onusiennes, partout dans le monde, elles ont été inefficaces et se sont toujours soldées par un échec.
En tout cas, elles n'ont pas apporté la paix. Ça, c'est de façon globale. Et ça, tout le monde est unanime là-dessus. D'où la raison pour laquelle beaucoup de pays, beaucoup d'institutions demandent la réforme des Nations Unies, du Conseil de sécurité, de ces instruments, parce que vraiment, ils ont montré beaucoup de limites, en tout cas par rapport à leur mission. La deuxième chose spécifique, c'est que dans le cas de notre pays, le Mali, ça fait quand même bientôt 10 ans. 10 ans que la MINUSMA est là, plus d'autres forces. Et pourtant, tous les jours, nous nous éloignons de la paix. Et étant donné que les premiers bénéficiaires de cette paix, c'est les populations maliennes, donc c'est d'abord le peuple malien qui a décidé vraiment d'arrêter ça. Et nous avons compris aujourd'hui que notre grand problème, c'est de ne pas être équipé. C'est de ne pas être équipé en tant qu'armée, en tant que force de défense et de sécurité nationale, de ne pas être équipé, de ne pas avoir les moyens pour nous sécuriser nous-mêmes. Et ça, nous avons diagnostiqué, on a compris d'où vient le problème. Le problème, c'est que nous n'avons pas effectivement dans ce domaine et dans tous les autres domaines d'ailleurs des partenaires fiables avec lesquels on peut se permettre de nous équiper en toute liberté, sans paternalisme, sans injonction, sans censure. Et là, je crois que nous avons pris, nos plus hautes autorités ont pris les décisions qui s'imposent et qui reflètent véritablement la volonté des populations. La première décision d'abord dans cette transition, c'était vraiment de dénoncer tous les accords vraiment qui sont inutiles pour notre pays. Et à la tête de ces accords, tous les accords qu'on a signés avec la France. Le monopole pour la France, nous sommes sortis là-dedans. Donc le Mali s'est ouvert à d'autres partenaires, notamment la Russie, la Turquie, l'Algérie, les Chinois et bien d'autres partenaires. Ils sont très nombreux. Aujourd'hui, grâce auxquels aujourd'hui nous sommes dans une coopération qui nous permet d'équiper et de renforcer la puissance de notre armée. Un État, c'est l'armée. Donc depuis que notre armée a commencé à monter en puissance, on a vraiment commencé à sentir les résultats vraiment de cette montée en puissance, leur impact sur la sécurité des populations et de leurs biens. Nous savons que ça ne va pas se gagner du jour au lendemain. Et ce qui manque aujourd'hui vraiment, c'est de ne plus partager le terrain avec des partenaires dont nous doutons de la sincérité et dont aussi nous avons les preuves aussi de leur participation dans le terrorisme. Surtout l'équipement, le financement du terrorisme, notamment la France et ses alliés. Donc c'est parti de là, c'est Barkhane qui est parti d'abord. Après, nous nous sommes dit, bon, la MINUSMA aussi, quel est son intérêt? Elle est là et c'est plutôt nous qui la sécurisons, contrairement à ce qu'elle doit faire. Et puis, par rapport à sa mission même de maintien de la paix, il n'y a même pas de paix à maintenir. Il faut qu'il y ait une paix pour la maintenir. Donc, elle n'a pas raison d'être. Et c'est la volonté de la population. Et fort heureusement, le peuple malien, le gouvernement de la transition a demandé son retrait. D'accord. Et c'est une très bonne chose pour le peuple malien. Ok. Honorable, est-ce que vous inscrivez dans la même lignée que ceux qui disent que cette mission a été un échec, puisque la MINUSMA elle-même refuse d'accepter que ça a été un échec? Est-ce que ça a été un échec réellement? Véritablement, la MINUSMA a échoué parce que, je dis, 10 ans, c'est pas 10 jours. D'accord. Et quand on signait les accords le 15 mai, c'était juste essentiellement la rébellion. On ne sentait pas, il n'y avait pas l'insécurité dans le pays. Quand on signait les accords, on était pratiquement dans une paix qu'il faut effectivement maintenir, renforcer, consolider. Mais depuis 2015, ce n'était pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que la situation s'est aggravée, s'est métastasée. Finalement, tout le pays est frappé par l'insécurité. Donc la chose, elle est tellement tangible que tous ceux qui disent que la MINUSMA n'a servi à rien ont raison de le dire. Parce que je dis 2015-2016, avec les accords d'Alger, il y avait une paix qui pouvait être maintenue, consolidée et renforcée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'insécurité a gagné tout le Mali, elle s'est métastasée et après on est rentré dans des conflits communautaires où on a des éléments qui démontrent qu'effectivement la France, ses partenaires ont joué également à activer et à attiser ces tensions intercommunautaires et même à encourager les communautés à s'armer pour se défendre. Encourager aussi des communautés à prendre des armes et à accompagner même Barkhane sous prétexte de la lutte contre le terrorisme. Tout ça s'est fait en réalité pour embraser le Sahel.
D'accord. Et là, on l'a compris, ça ne peut pas continuer parce que la première responsabilité de ce Sahel, comme aux Sahéliens d'abord, c'est pour eux le Sahel. Donc, pour le cas spécifique du Mali, le Mali appartient aux Maliens. C'est à eux de décider de ce qui doit être le Mali. Et les autres n'ont aucune raison de ne pas le comprendre et de respecter la volonté des Maliens, puisque pour une fois, les Maliens et leurs autorités se sont assimés. Donc, nous sommes un État souverain. Et même si on a tort de le dire, on doit respecter. Parce que de toute façon, c'est notre pays. D'accord. Même si on avait tort, on doit respecter la volonté d'un État souverain jusqu'à preuve du contraire. À plus forte raison, le résultat positif des décisions de nos plus hautes autorités qui reflètent véritablement la volonté du peuple malien, les avantages sont là, ils sont tangibles. D'accord. Si nous regardons l'accord d'Alger, quel avenir pouvons-nous donner nous attendre à l'accord d'Alger alors que la MINUSMA faisait partie de l'un des garants de cet accord? Nous voyons que les mouvements, l'un des mouvements qui avait pris les armes, qui est la CEMA, ne veut pas reconnaître ces départs de la MINUSMA. Est-ce que l'accord d'Alger a un avenir? Vous savez, l'accord d'Alger, c'est un cadre de travail. Un cadre de travail pour ramener la paix dans notre pays. Fort heureusement, cet accord, les grands principes sont déjà signés et acceptés par tout le monde. D'abord, l'unité du Mali, son indivisibilité, son caractère laïque, sa souveraineté, et ça, c'est reconnu par tout le monde. La deuxième chose également qui est reconnue par tout le monde, c'est que tout le monde doit se démarquer des terroristes. Nul n'a le droit dans cet accord d'avoir des acquaintances avec les terroristes. Maintenant, le reste, vraiment, c'est un cadre de travail dans lequel les parties maliennes, sous l'égide de la médiation, réfléchissent, font des compromis vraiment positifs pour permettre la paix. Donc, dans ce cadre-là, on ne peut pas dire que l'accord est derrière nous. L'accord est toujours valable. C'est le seul document de travail le plus crédible qui permet aux Maliens qui étaient en belligérance à un moment donné de bâtir un Mali de paix. Donc, aujourd'hui, si les gens s'agitent parce que tout simplement la MINUSMA se retire, ils ont tort. La MINUSMA a été jugée inefficace, y compris dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Donc l'État a pris ses responsabilités. Je ne vois pas en quoi est-ce que ça va agiter les gens, sauf si la MINUSMA jouait un rôle qui n'était pas bon avec ses acteurs. Peut-être effectivement que la MINUSMA, sa présence, moi je pense que ce comportement de la CEMA par rapport à la MINUSMA prouve vraiment ce que les Maliens pensent. Ce que les Maliens pensent, c'est que vraiment la MINUSMA, il y a des acteurs du processus avec lesquels elle est vraiment en complicité pour maintenir une certaine instabilité et faire perdurer la crise. L'intelligence, c'est un peu ça, le seul argument qu'on peut donner. Sinon, la MINUSMA, son échec, il est évident. La décision du gouvernement, elle est souveraine. Elle a été actée par le Conseil de sécurité, donc c'est une décision locale, et la MINUSMA, en se retirant d'un pays, et c'est tout à fait normal que les pays en question prennent des dispositions pour occuper les vides qu'elle a laissés parce qu'elle a attiré horaire des vides. Donc ce processus, en aucun cas, ne constitue une menace ni pour l'accord d'Alger, ni pour un mouvement signataire quelconque. Sauf celui qui veut se donner une place qu'il n'a pas. Aujourd'hui, la guerre, c'est contre le terrorisme. Les FAMA sont contre le terrorisme. Et c'est les terroristes qui avaient déclaré s'opposer à cela. C'est eux qui ont attaqué et c'est eux qui ont revendiqué l'attaque sur la route de Berre. Alors, de quoi la CEMA ou n'importe quel autre mouvement signataire se mêle? De quoi? On ne voit pas les problèmes. Donc, les emprises de la CEMA, tout comme les emprises de la CEMA, par exemple, la CPA, moi, mon mouvement, en tant que mouvement signataire, nous avons accueilli les FAMA et leurs partenaires, nous avons accueilli à Soumpi. Personne n'a été inquiété. Ils ont séjourné là-bas. Il y avait vraiment une convivialité. Ils sont dans leur rôle et dans leur mission. Et pourquoi les autres ne feraient pas la même chose? D'accord. Donc voilà un peu ce que je pense de la situation. Vraiment, il n'y a pas matière à s'agiter. L'État est dans son rôle et dans son droit. La MINUSMA doit partir. Il faut mettre en place un mécanisme de remplacement. Et je crois que tout le monde doit participer et contribuer à ce processus de retraite de la MINUSMA. D'accord. Parlant de la situation le malentendu qui s'est déroulé à Berre,
dans la région de Tombouctou. Quel regard portez-vous sur cette situation entre l'armée malienne et la CEMA? Comme je dis, ce malentendu, c'est à tort. Je dis, d'abord, la CEMA ou n'importe quel autre mouvement signataire n'a pas le droit de s'agiter ou de considérer comme étant de la provocation le départ d'une MINUSMA qui a été d'un échec patent et tangible et avéré. Donc, arrêtez, la CEMA n'a pas à se mêler de ça. Elle a ses positions, elle les garde, elle n'a jamais été inquiétée par qui que ce soit. Maintenant, si elle interfère dans les positions des terroristes qui sont sur un autre agenda, d'une dimension un peu géopolitique, parce qu'il faut comprendre aussi l'origine du terrorisme. L'origine du terrorisme, c'est ce projet que la France et les Occidentaux ont créé pour déstabiliser tous les pays qui ont des richesses minières. Et parmi ces pays, ces espaces, il y a le Sahel, il y a l'Afrique. Donc c'est ce projet qui a été créé. Et j'en profite pour en dire un mot. Aujourd'hui, je pense que la France et tous les Occidentaux qui sont mêlés à ces projets de terreur doivent comprendre aujourd'hui que ça ne leur profite pas. Il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que la violence, la guerre, le terrorisme, contrairement à ce que la France pense, c'est ce qui est en train de la dégager de l'Afrique. La France ne peut exister en Afrique que dans une Afrique de paix. La terreur qu'elle a créée, la guerre qu'elle a créée au Mali et dans le Sahel, son objectif initial était de lui permettre de bien s'installer, de bien dominer, de bien piger. Maintenant, c'est l'effet contraire qui se passe. Nous, les Africains, on ne peut pas nous dominer par la terreur, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est la France qui reçoit les coups qu'elle pensait donner aux Africains à travers son terrorisme. Parce que partout où il y a le terrorisme, les armées africaines et les peuples africains vont s'assimer pour dégager la France. Alors, qu'est-ce qu'elle gagne dans son projet de terrorisme? Donc, c'est le fait contraire. Et je crois qu'elle a intérêt à faire une introspection de sa politique intérieure et de dire à ces chiens-là, aux gens qu'elle a engagés, qu'elle a amenés de la Syrie, de partout, les anciens prisonniers qu'elle a recrutés pour déstabiliser ces mercenaires, il est temps qu'elle comprenne que c'est le fait contraire qu'elle est en train de récolter. Au lieu de s'installer en Afrique sous couvert de terrorisme, c'est le contraire. Elle est plutôt chassée comme une malpropre de l'Afrique à cause de la terreur et du terrorisme qu'elle a installé. Donc ce projet-là, ils doivent comprendre que ça fait plus du mal à eux, Français, Européens et Occidentaux, qu'aux Africains eux-mêmes. Parce que les Africains, nous, ça nous amène à une prise de conscience. Nous avons compris qui nous attaque, qui nous tue et pourquoi on nous attaque et pourquoi on nous tue. Là, nous nous assumons. Nos armées s'assument, nos populations s'assument. Et ça va être pour nous vraiment la voie vers les vraies indépendances économiques, politiques et culturelles. D'accord. Nous nous acheminons vers le deuxième grand angle de notre entretien, qui est sur la crise au Niger. Pourquoi ces coups d'État au Niger maintenant, honorable? Pensez-vous que c'est la bienvenue ou au moment où les pays s'engagent réellement à lutter contre le terrorisme et s'occuper du problème du développement, est-ce que c'est le moment de faire un coup en ce moment? Bon, vous savez, la situation du Niger n'est pas, on ne peut pas la dissocier de la situation du Mali ou du Burkina ou de la Guinée. C'est un prolongement. C'est un prolongement. Vous savez, la voix de l'Afrique va être entendue obligatoirement. Si, comme je viens de le dire tout à l'heure, si la France et l'Occident ne changent pas leur façon de voir les Africains, ça va se poursuivre. Parce que les Africains ont compris d'où vient la terreur, d'où viennent les tueries, qui est responsable et pour quel objectif. Donc, puisqu'on l'a compris aujourd'hui, les Africains sont en train de prendre les responsabilités. Donc, à chaque fois que la guerre est déclenchée quelque part, il faut que la France et l'Occident comprennent que c'est un coup d'État qui va se solder. Parce qu'ils ont mis les armées dans une situation telle qu'elles ne peuvent pas se défendre. Parce qu'avec la censure, à travers les accords de défense bidons qui sont signés avec la France, les armées africaines n'ont pas pu s'équiper. Alors, si vous leur envoyez une guerre pour les exterminer, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre leur situation en main, chasser le pouvoir
bidons, les présidents bidons que vous avez mis en place, et s'assumer et travailler avec leur peuple, s'ouvrir à de nouveaux partenaires. Dans ça, il faut que la France le comprenne. Aujourd'hui, c'est le Niger, demain, ça va être quelqu'un d'autre. Moi, j'ai peur pour le Nigeria. Hein. Le Nigeria est menacé. Ah, bien sûr. Bien sûr, c'est pas exclu que le peuple nigérien chasse ce recyclé des prisons là qui dirigent, ces mercenaires de la CIA qui dirigent le Nigeria aujourd'hui. C'est pas exclu que les Nigérians prennent leur... Parce que quand tu t'attaques au Hausa, au Niger, tu t'es attaqué au Nigeria. Hein. Ça, c'est ça notre force, c'est ça aussi notre richesse. Mais cette relation-là, c'est notre richesse. Donc, ça, ce n'est pas soutenir le coup d'État que vous attendez. Vous savez, moi, je ne me cache pas de soutien au coup d'État. Le coup d'État n'est pas fait par des extraterrestres. Vous savez, cette façon ce dictionnaire de lecture des coups d'État, de démocratie, de multipartisme à l'Occident, à la française, moi, je ne suis pas là-dedans. Hein. N'est-ce pas? Moi, je n'ai aucun... Moi, je soutiens les coups d'État aujourd'hui parce que je ne les appelle pas les coups d'État. Je les appelle restauration de la dignité africaine. Mais est-ce que cela est... Qui est mieux placé qu'une armée pour restaurer? Non, ce n'est pas une question de la démocratie chez nous. Nous la vivons très bien. Si c'est le pouvoir du peuple par le peuple, c'est maintenant que le peuple est en train de prendre le pouvoir. Donc c'est maintenant qu'on est en train de mettre en place les vraies démocraties. La démocratie, selon le concept de la définition française occidentale, nous, on n'est pas là-dedans. D'ailleurs, on s'en fout et on s'en moque éperdument. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que les armées africaines et les peuples africains se sont assimés et ont tracé les règles de la gouvernance et de cette démocratie pour les Africains et pour l'intérêt des Africains. Donc, je n'appelle pas ça coup d'État. Nous sommes, excusez-moi, dans une pourriture de gouvernance depuis des années qu'on nous a imposées. À partir de la France, on est en train de sortir là-dedans. Donc, toutes les armées qui vont assumer les responsabilités, déposer ces chefs d'État très mal élus là, moi, je les appelle restauration de la dignité africaine. Je n'appelle pas ça coup d'État. Et ils peuvent continuer à donner les définitions qu'ils viennent. Et je continue à soutenir. Et je réitère chaque fois l'appel. Je dis à nos armées africaines, soyez dignes d'être africains. Chaque fois que vous constatez qu'un chef d'État mal élu se permet de marcher sur notre dignité, il faut les déposer et réorganiser votre pays. C'est ça la première responsabilité des armées. Soyons décomplexés. Est-ce que vous voyez, une fois qu'on aura une bonne démocratie endogène, vous allez voir que ce n'est plus une question de militaires. Les militaires, tout comme les civils, chacun va exprimer librement ses droits dans une démocratie civilisée, dans une démocratie humaine, et qui soit vraiment endogène et qui respecte nos fondements, nos valeurs sociétales. Donc il faut que ça, les gens comprennent ça. Ce n'est pas l'apologie des coups d'État ou autre chose. On n'a jamais été dans une démocratie. Nous avons été dans une domination comment dire, très incestueuse, s'il faut le dire comme ça. Nous sortons là-dedans simplement. D'accord. Honorable, nous voyons que vous faites partie, votre association, votre mouvement, qui est un parti politique également, l'AREMA, qui a été l'un des partis les premiers à soutenir ce qui se passe actuellement au Niger. Que pensez-vous de l'avenir de la zone des 3 frontières qui est considérée comme l'un des fiefs du terrorisme aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Vous savez, sur le Niger, la zone de Liptako-Gourma, là, aujourd'hui, elle a je lui promets des lendemains meilleurs. N'est-ce pas? Avec la situation du Niger, qui s'ajoute à celle du Burkina et du Mali, honnêtement, je promets à la zone de Liptako-Gourma des lendemains meilleurs. Comment? Parce que tout simplement, non, parce que tout simplement, quand ils vont se mettre ensemble, conjuguer leurs efforts politiques, diplomatiques et sécuritaires, le terrorisme ne sera plus qu'un malheureux souvenir. Il ne peut plus y avoir de terrorisme. Si le Niger, le Burkina, le Mali se mettent ensemble face à ça, c'est fini. Parce qu'en réalité, à chaque fois qu'un État n'a pas pris ses responsabilités, il a été le maillon faible. Donc aujourd'hui, les jours où les Nigériens vont chasser les Français de leur territoire, leurs armées de leur territoire, les armées occidentales de leur territoire, ce jour-là, le Niger, le Mali et le Burkina vont stabiliser la zone et la paix va revenir. Forcément. Mais tout le monde voit aujourd'hui que la France refuse de quitter. Non, c'est une façon de parler. Tout dépend de la volonté de Dieu et des Nigériens. N'est-ce pas? La France ne peut rien contre la volonté de Dieu et la volonté du peuple nigérien.
Les peuples nigériens, tant qu'ils s'assument, la France a l'obligation. Parce que vous savez, ça commence par nous-mêmes d'abord. Nous avons souffert par le passé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le courage de nous assumer nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est aux Africains d'abord, quelle que soit la façon dont quelqu'un veut nous aider. Par exemple, aujourd'hui, nous félicitons de la coopération avec les Russes. Mais vous pensez que si nous, Maliens, nous ne sommes pas assumés, on n'a pas pris le risque sur nous-mêmes et le courage d'assumer notre souveraineté, mais quel pays va s'engager avec nous? Donc c'est valable pour le Burkina, c'est valable pour le Niger. Les Nigériens doivent s'assumer, ne compter que sur Dieu et sur eux-mêmes. En ce moment, ils auront des bons partenaires, parmi les Russes, parmi les Chinois, parmi les Turcs, parmi les bons Français aussi, pourquoi pas? Parce qu'on a fermé pour personne. On a dit seulement à la France, à l'oligarchie française, aux impérialistes françaises, aux corrompus français, on leur a dit tout simplement d'abandonner leur orgueil, leur arrogance, venir aux Africains avec beaucoup d'humilité, de respect et de considération. Et puis c'est tout, en ce moment on va parler. Je ne dis pas que demain ou après-demain on va s'entendre, on va leur faire confiance, non. Mais peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, ils peuvent trouver un partenariat quelque part. D'accord. On n'est pas fermé, nous sommes, contrairement à ceux qui pensent qu'il y a une autarcie. Non, 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 c'est maintenant qu'en réalité, que nous sommes véritablement ouverts au monde. Et le monde est ouvert à nous. L'autarcie, en réalité, c'est quand on était lié qu'à la France avec ses accords bidons là. C'était ça, la véritable camisole, la véritable autarcie. Maintenant, on est sorti là-dedans, on l'a explosé. Nous sommes maintenant ouverts au monde. Nous sommes un État indépendant, libre, ouvert à tout le monde et qui reçoit tout le monde dans des conditions de respect mutuel, est-ce que de sincérité et tout le reste, quoi. D'accord. Honorable, nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Quelle analyse sur la gestion de cette crise nigérienne par la CEDEAO et bien sûr par l'Union africaine ou des organisations internationales? Pensez-vous que la méthode employée par la CEDEAO, qui est l'intervention militaire et en pôle position la diplomatie, est-ce que ça va gérer ces problèmes-là? De toutes les façons, il faut que tout le monde prenne au sérieux la menace du Mali, du Burkina. Nous, nous considérons que si le Niger est attaqué, nous sommes attaqués, donc il y aura une légitime défense. Il faut aussi considérer la position de l'Algérie, qui a été très claire également. Il faut aussi considérer la position de la Guinée. Il faut aussi considérer la population des populations et des institutions parlementaires du Nigeria. Il faut aussi considérer la position du Tchad. Il faut aussi considérer la position du Sénat togolais. Il faut aussi considérer la position du Bénin. Donc, toutes ces positions-là, il faut aussi considérer la position de la majorité de l'Union africaine. Donc, si on considère tout ça, je ne vois pas une intervention militaire. Je ne vois pas une intervention. Donc, ce que je tire comme conclusion, analyse, je crois que la CEDEAO, il lui reste un peu de logique dans ce qu'elle fait. C'est d'encourager vraiment les Nigériens, les accompagner, à dégager un programme pour leur transition. Et la suivre, parce que je sais qu'ils vont faire beaucoup de réformes, parce que ces États-là aujourd'hui, hérités de cette gouvernance avec la France, c'est une gouvernance pourrie, donc il faut la nettoyer, et ça c'est au moyen des réformes, et les encourager à vraiment dégager un calendrier, aller vers des réformes très fortes, très solides, et les Nigériens auront aussi le temps d'organiser leurs partenariats bilatéraux, multilatéraux et tout le reste. Je crois que c'est la seule voie. La deuxième chose, que ceux qui n'ont pas encore eu le bonjour matinal ou nocturne des coups d'État, qu'ils fassent attention. Ils fassent attention, ils sont à la porte de la sortie, qu'ils se ressaisissent rapidement et qu'ils prennent leur peuple. Il faut que la leçon du Niger, le Niger leur serve de leçon. Donc je disais, au risque de me répéter encore, que étant donné que beaucoup de voix se sont élevées contre l'intervention militaire, je crois que ça doit aider la CEDEAO pour une fois à comprendre qu'elle doit aller sur une approche de logique. Il faut avoir un peu de la logique, un peu de réalisme. En ce sens que je pense qu'ils doivent prendre l'expérience des autres pays frères, notamment le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, et d'aider les Guinéens, les Nigériens, vraiment à négocier une bonne transition à travers un chronogramme acceptable pour eux-mêmes Nigériens d'abord, parce qu'il faut que les gens comprennent que
la première volonté doit venir d'abord des Nigériens et même. D'accord. Les Africains, il faut qu'on respecte la volonté des Africains. Et c'est sur la base de ce qui a été toujours notre force au Mali, c'est que nous nous sommes assimés nous-mêmes en tant que peuple d'abord. C'est là que les autres ont eu la confiance de nous aider, de nous accompagner. Parce qu'il faut faire le premier pas. Donc j'espère que les Nigériens aujourd'hui, pour eux, c'est irréversible et qu'ils vont vraiment amener l'ensemble des partenaires à juste être des accompagnateurs par rapport à la volonté du peuple nigérien et de son armée. Donc je les encourage à aller dans ce sens. C'est la meilleure ici et c'est l'Afrique qui y gagne, quoi. Votre mot de la fin, honorable? Le mot de la fin, vraiment, c'est de dire à tous nos frères panafricains et africains de soutenir cette dynamique-là. Qu'on sorte un peu du complexe d'incriminer les coups d'État. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, ce ne sont pas des coups d'État. Ce ne sont pas des coups d'État comme on le dit. Hein. Non, non, non. C'est un malaise profond qui a été créé par des années d'incohérence, d'ambiguïté, de contradiction, de mauvaise gouvernance, de manque d'humanisme. Beaucoup de choses, de la pourriture politicienne. C'est la conséquence de ça que nous vivons aujourd'hui. Et je n'appelle pas ça coup d'État, j'appelle ça tout simplement restauration de la dignité africaine. Il faut que les gens comprennent ça comme ça. Et on ne peut plus penser que nos armées sont extérieures aux États et aux populations. Non, les armées ne peuvent pas être indifférentes à ce qui se passe dans la nation. Surtout quand l'enjeu et le défi principal est la sécurité. Ce n'est pas possible. Il faut que les gens comprennent ça. Et je demande à ceux qui n'ont pas compris ça de le comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu bénisse nos États africains et que Dieu nous apporte la paix dans notre Sahel. Merci. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cet entretien avec l'honorable. Et vraiment, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses au fil de cet entretien, dont le thème était la crise socio-politique au Mali et le second sur la crise au Niger. Il a brossé un peu sur tout ce qui est la relation entre les partenaires internationaux et l'Afrique, mais surtout le Mali, la situation que vit le Mali aujourd'hui et le Niger n'est pas anodine, puisque avec la mauvaise gouvernance des autorités qui ont été pratiquement mal élues, pose beaucoup de problèmes aux Africains aujourd'hui.